Madame, monsieur, bonsoir. À l'image d'une horloge qui sonne 12 fois, à midi et à minuit, pour marquer le début d'un nouveau cycle, la rédaction de RTI 1 sonne ce soir le rassemblement de ses troupes pour marquer une halte sur ce qu'a été 2025. La rétrospective, cette émission que vous connaissez bien, est une invitation à revisiter le passé, mieux les chants qui ont marqué l'actualité au cours de l'année précédente, en vue de s'essayer à quelques projections, car ne dit-on pas que pour monter, il faut descendre. Et pour rester fidèle à l'ossature de cette émission, à son esprit et à sa lettre, nous accueillerons ici et de façon successive des collègues de la radiodiffusion télévision ivoirienne. En leur compagnie, nous aborderons ces sujets inscrits dans un passé récent et qui, envers et contre tout, ont laissé une marque indélébile dans les esprits de chacun, dans les mémoires des téléspectateurs que vous êtes, qu'elle soit institutionnelle, politique, économique, sociétale ou sportive. L'actualité qui aura marqué 2025 sera passée au peigne fin. Et nous aurons 90 minutes pour tenter de réussir cet exercice. En premier lieu, cette actualité institutionnelle, eh bien, c'est le palais présidentiel qui nous ouvre ses portes. Ce résumé de l'actualité institutionnelle, eh bien, nous l'entamons avec Alexis Ouedraogo, qui va donc nous rejoindre ici sur ce plateau. Alexis, bonsoir. Bonsoir Herman, vous l'avez dit, pour monter, il faut descendre, eh bien, en 2025, on en a eu des joies morceau par morceau. Et justement, nous allons donc rebondir sur cette actualité de 2025, une actualité marquée par une élection présidentielle, remportée par le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, face à 4 autres adversaires. Son leadership confirmé, l'opportunité lui est donnée eh bien, de poursuivre ces grands chantiers entamés pour la Côte d'Ivoire à travers ce nouveau quinquennat. Le récit de Ahmed Siloué. Réélu dès le premier tour, avec plus de 89% des suffrages, Alassane Ouattara s'est offert un plébiscite confortant son programme Côte d'Ivoire solidaire. Lors de son investiture solennelle, le 8 décembre dernier, le chef de l'État a placé ce nouveau quinquennat sous le signe de la cohésion nationale et d'une prospérité inclusive. Sur le front du développement, l'exercice a été marqué par une accélération du rythme des grands travaux, confirmant la métamorphose de la Côte d'Ivoire en un vaste chantier à ciel ouvert. En 2025, Alassane Ouattara s'est imposé comme le pivot central de l'Afrique de l'Ouest. Alors que plusieurs voisins du Sahel s'éloignent de la CEDEAO, Abidjan renforce son rôle de hub diplomatique et sécuritaire. En sécurisant ses frontières nord et en maintenant une croissance robuste malgré les turbulences régionales, la Côte d'Ivoire attire désormais les investissements qui cherchent un refuge stable dans une sous-région en quête de repères. Si 2025 reste inscrit dans les mémoires, c'est aussi parce qu'elle marque l'entrée de la Côte d'Ivoire dans le cercle des nations productrices d'hydrocarbures de premier plan, avec l'exploitation à plein régime du gisement baleine. Une manne qui permet aujourd'hui au président de promettre l'indépendance énergétique et surtout de financer l'industrialisation locale. Malgré les succès macroéconomiques salués par le FMI et la Banque mondiale, le président fait face au défi du coût de la vie. Les mesures de fin d'année, grâce présidentielle pour 2000 détenus et maintien des primes de fin d'année pour les fonctionnaires sont des signaux forts envoyés à une population qui attend que la croissance se lise plus concrètement dans le panier de la ménagère. Voilà un résumé de Ahmed Siloué. Alexis Ouedraogo, je vous retrouve. Alors, on vient de le voir dans cet élément de Ahmed Siloué, 2025 marqué par plusieurs victoires de la Côte d'Ivoire. Alors, pour vous, quelles ont été les dates marquantes de cette année 2025 ? Alors, 2025 reste absolument marqué par les échéances électorales, notamment la présidentielle d'octobre 2025, à laquelle prenait part le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a d'abord eu, pour moi, à noter d'un point rouge la date du 29 juillet 2025.
après une très longue période de suspense. On ne savait pas si Alassane Ouattara serait candidat à sa succession. Il y a eu beaucoup d'attentes autour de cette annonce. Et finalement, le 29 juillet 2025, cette annonce de la candidature officielle, attendue par ses partisans notamment, tout le long de la campagne, les acquis de sa gouvernance, bien sûr, ont été présentés aux populations, avec en perspective sur le quinquennat 2025-2030, une grande Côte d'Ivoire qui repose sur 6 piliers. Et justement, l'un des défis était bien sûr la sécurité en 2025 avec les tensions dans la sous-région. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a réussi à faire face justement à ce défi? Vous vous rappellerez, lors de son investiture, le chef de l'État a dit quelque chose de très fort. La Côte d'Ivoire reste fidèle à elle-même, elle est l'amie de tous, l'ennemi de personne. La Côte d'Ivoire se positionne donc comme cette terre d'hospitalité qui préserve ses relations. On l'a vu dans les différentes situations de tension qui se sont produites, que ce soit à nos frontières nord avec le Burkina Faso ou encore avec le Mali. Il y a toujours eu cette volonté de dialogue, de trouver par le consensus des solutions à toutes les tensions qui se présentent. Et je voudrais qu'on puisse bien noter la démarche du chef de l'État à chaque fois qu'avec un pays frontalier ou encore au-delà de nos frontières, il y a quelques tensions qui peuvent se faire ressentir. Il y a toujours cet émissaire qui est envoyé pour calmer le jeu, ce dialogue, cette annonce publique, ce mot public qui va toujours dans le sens de l'apaisement, quand bien même souvent vous avez des Ivoiriens qui, notamment sur les réseaux sociaux, ont vite fait d'appeler à un peu plus de bras de fer et toutes ces choses-là. Donc en termes de gestion sécuritaire, énormément d'investissements du gouvernement. On l'a vu au niveau du secteur de la défense. Aujourd'hui, notre armée est une armée qui est forte en termes d'équipement, en termes de formation des hommes. Un point très important pour le chef de l'État qui a sur l'année 2025 renforcé la formation de ces hommes. On a aujourd'hui une armée de l'air qui est pratiquement pris en exemple dans la sous-région. On a des pays de la sous-région qui viennent pour des formations et un renseignement qui a éclos ces dernières années et qui nous permet d'être à l'abri de plusieurs attaques, notamment en termes de terrorisme. Et justement, pour appuyer vos propos, on a pu d'ailleurs voir le 7 août dernier cette armée défiler justement à Bouaké sous les vivas et les hurrahs de la population. Vous étiez également à Bouaké. Quel est ce sentiment justement qui s'est emparé de vous en tant que reporter présente justement pour vivre cet événement? Je vous dirais d'abord en tant que citoyenne, un sentiment de sécurité, le sentiment que oui, il y a dans ce pays dans lequel je vis la possibilité pour moi de dormir vraiment à point fermé sans redouter qu'il y ait un quelconque trouble. En tant que journaliste, oui, la puissance de feu de la Côte d'Ivoire séduit. Dans la sous-région africaine, je crois quand même que nous sommes assez bien lotis et avec les défis sécuritaires mondiaux de l'heure, on est bien content de pouvoir avoir ça et de pouvoir le voir ici déployé en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement au niveau de l'équipement, au niveau même d'une des menaces les plus ardentes de notre siècle, notamment l'intelligence artificielle, donc la cybersécurité. L'État a déployé des ressources importantes. Vous avez l'ANSSI aujourd'hui qui vous fait un travail incroyable en termes de protection de tout ce qui est donné, de protection des infrastructures numériques. Au niveau de la sécurité et de la défense, être en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une belle affaire. Alors Alexis, depuis le mois d'octobre, on entend parler de ce slogan baptisé la Grande Côte d'Ivoire. Que renferme véritablement ce slogan? Ce slogan qui, rappelons-le, était donc le slogan de campagne du chef de l'État pendant la campagne électorale. C'est une vision qui s'appuie sur la préservation et la consolidation des acquis de la gouvernance Ouattara. Durant 15 ans, il y a eu énormément de chantiers lancés au plan des infrastructures, au plan du capital humain. Vous avez eu des constructions d'écoles, vous avez eu de l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, il s'agit de présenter ce que la Côte d'Ivoire a de bon et de meilleur. Et cela va s'appuyer sur 6 piliers, notamment le premier, paix, sécurité et cohésion sociale. Aujourd'hui, il s'agit de renforcer la stabilité nationale, renforcer l'armée, renforcer la réconciliation et garantir un environnement sain. L'environnement sain aujourd'hui permet à la Côte d'Ivoire d'attirer les meilleurs investisseurs. Un pays stable dans une sous-région quelque peu en trouble, c'est tout de suite le projecteur qui permet à nous autres d'avoir tout ce que nous avons. Regardez Abidjan aujourd'hui, juste là derrière vous. 10 ans en arrière, ce n'était pas ce tableau-là. Regardez dans le plateau, vous avez ces tours qui poussent comme des champignons et bien sûr notre tour F qui devrait être inaugurée sur cette année 2026. C'est une véritable fierté pour les Ivoiriens, c'est l'occasion de le dire. Absolument. Vous avez en point 2, en pilier 2, la création de la richesse, la transformation de l'économie. Création de richesse, pourquoi? On entend dire, oui, l'argent travaille,
mais on ne le voit pas. On ne ressent pas l'impact de cet argent qui tourne. Aujourd'hui, avec la création de richesses, l'Ivoirien qui sera, lui, dans sa petite affaire, pourra ressentir de façon concrète l'impact justement de toutes ces mesures et dispositions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Création donc d'emplois, développement du capital humain, c'est le sujet phare de la gouvernance Ouattara. Un capital humain de qualité, des ressources humaines de qualité, à grandes ambitions, grandes formations, grandes éducations. Vous aurez vu donc la construction de plusieurs établissements scolaires, du primaire au lycée, au collège, en passant par le lycée. Vous avez vu les grandes écoles aujourd'hui et cette notoriété que la Côte d'Ivoire essaie de se frayer sur le chemin de l'excellence avec ces établissements de référence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a le plus d'élèves polytechniciens à l'étranger. C'est une preuve concrète de ce que le système produit et a des pépites de qualité. Vous avez le programme d'excellence que soutient le chef de l'État avec la bourse d'excellence présidentielle, mais qui vous déniche des pépites ivoiriennes aujourd'hui à même de compétir avec des jeunes gens des établissements les plus prestigieux à travers le monde. Et ça, c'est un volet important. 5e pilier, la solidarité, la lutte contre la pauvreté. Vous avez vu toute la batterie de politiques déployées autour du social en Côte d'Ivoire, menée par la ministre de la Cohésion, Miss Bellemonde. Effectivement, vous l'avez vu, je crois, sur les antennes de la RTI, aller porter de l'aide aux populations les plus vulnérables. Personne ne doit rester sur le bas-côté, sur le chemin dans cette vision de cette Côte d'Ivoire solidaire qui tend la main aux plus faibles. On ne vous donnera pas seulement le poisson, on vous donnera aussi la canne à pêche. On vous donnera aussi le filet pour apprendre à pêcher et être autonome. Et en dernier point, la modernisation de l'administration qui renferme la digitalisation des services publics, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Alors Alexis, merci de nous donner justement suffisamment d'informations concernant ce slogan, cette idéologie donc dénommée la Grande Côte d'Ivoire, donc soutenue par les projets du chef de l'État Alassane Ouattara. Notons que toujours dans le volet institutionnel de cette émission, il y a également les activités en rapport avec la Première Dame donc qui n'est pas restée donc sans activité en 2025. Notons que ces actions sociales et humanitaires ont parlé en sa faveur dans le cadre des activités de sa fondation Children of Africa. Elle a notamment procédé à l'ouverture de la maison des femmes d'Adiaké, destinée à secourir et accompagner les femmes victimes de violences basées sur le genre. Mahama Traoré nous en dit plus. L'agenda 2025 de la Première Dame Dominique Ouattara reste marqué par l'inauguration le 10 avril de la Maison des femmes située à Adiaké. Baptisé Safe Home, cet édifice est un centre d'accueil et de protection pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Construit par la Fondation Children of Africa, ce refuge offre 100 lits et un accompagnement complet aux pensionnaires. Autre mise en service parrainée par l'épouse du chef de l'État à la date du 31 mai, celle du lycée d'excellence pour jeunes filles de Sinématiali qui porte son nom. En sa qualité de président du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara a lancé début juin le 4e plan d'action national 2025-2029 de lutte. Chiffré à 165 milliards de francs CFA, ce plan vise à renforcer les actions de protection et de sensibilisation des enfants afin de leur garantir un avenir meilleur. Enfin, début septembre 2025, la Première Dame a pris part à Toulouse, en France, à la cérémonie de livraison du premier avion gros porteur Airbus A330-900 Neo de Air Côte d'Ivoire, appareil à bord duquel Dominique Ouattara a effectué son vol retour à Abidjan, comme pour témoigner de son soutien à la compagnie nationale qui s'apprêtait ainsi à lancer les vols long courriers. Alors Alexis, à côté de tout ce qui a été présenté à l'intérieur de ce reportage proposé par Mahama Traoré, quels sont les autres temps forts qui ont marqué le calendrier de la Première Dame en 2025 ? Alors, vous me le direz, je vous dirai tout de suite, cette campagne présidentielle, au cours de laquelle on a vu Dominique Ouattara aux côtés de son époux, mais vraiment tout le long de cette approche de séduction des populations. On l'a vu d'ailleurs lors de la campagne finale, de la dernière pièce de cette campagne-là, parader dans tout Abidjan, pour marquer vraiment son adhésion, sa confiance en son époux, le chef de l'État.
Un engagement d'ailleurs salué par le président de la République lui-même, qui a dit, et je vais le citer, « Je veux féliciter mon épouse pour son engagement indéfectible tout le long du parcours. Je veux que vous sachiez que je l'aime. » Et en cette saison où la famille est une chose importante à préserver, cela a sonné vraiment comme un message à l'endroit de tous les Ivoiriens, à l'endroit des familles, à l'endroit de l'unité, à l'endroit de la solidarité. L'une des images fortes donc de cette année, c'est ce soutien constant de la Première Dame auprès du chef de l'État, Alassane Ouattara. On parlera énormément de ses actions humanitaires, on en a vu tout le long de ce film. On retiendra le lycée d'excellence de Cinéma Tiali. Je vous ai dit que le capital humain est pour le chef de l'État un élément très important. Avec ce lycée d'excellence de Cinéma Tiali, dont d'ailleurs la RTI a fait un reportage produit par Khalil Diomandé, qui a été très apprécié sur la toile et énormément relayé, il y a cette volonté de présenter des jeunes filles qui sont prises à la base, formées dans une rigueur et une discipline excellente pour produire un fruit capable de porter la Côte d'Ivoire dans sa vision, et bien d'une grande Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, la ministre Nassénéba le disait lors de la présentation de vœux de cette année 2026, Madame la Première Dame, merci pour les sourires pour ces enfants qui ont des livres dans leur sac. Cette année, 15 000 kits scolaires ont été distribués aux enfants sur toute l'étendue du territoire par le truchement de la Fondation Children Africa. Il y a aussi l'annonce du démarrage et de la bonne avancée des travaux du chantier de l'extension de chirurgie cardiaque à l'hôpital mère-enfant qui devra prendre en compte les plus petits. C'est une belle avancée qu'il faut saluer. Et puis notamment, il y a eu l'arbre de Noël le 18 décembre qui réunit au palais présidentiel tous les petits des hommes positifs pour commencer une nouvelle année. Alors autant donc d'activités à mettre à l'actif de la Première Dame pour 2025. On imagine bien que 2026 sera aussi fourni en termes d'activités avec la Première Dame qui pilote donc sa fondation Children of Africa. Merci Alexis d'avoir été avec nous pour ce temps d'antenne, pour cette première partie de cette émission consacrée donc à l'actualité institutionnelle. Madame, monsieur, vous le savez, eh bien l'institutionnel et la politique, deux colonnes de l'actualité dont le parallélisme ne souffre d'aucune contestation. Et pour nous engager sur les chemins donc politiques, nous recevons sur ce plateau une journaliste du service politique et actualité internationale. J'ai nommé Carmen Dia. Alexis, merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Carmen Dia vous remplace dans un instant. Merci, on se retrouve à très bientôt. Et Carmen Dia nous a rejoint sur ce plateau. Carmen Dia, bonsoir. Bonsoir, Eman Guidé. Je rappelle que vous êtes journaliste au service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir. Et avec vous, nous allons passer en revue ce qui aura marqué donc l'année 2025 sur le plan politique et au niveau, bien sûr, de l'actualité internationale avec des faits en rapport avec l'actualité africaine. Madame, monsieur, comme le cycle constitutionnel le prévoit, en Côte d'Ivoire, chaque 5 ans, des élections doivent se tenir. Au titre de la présidentielle et des législatives, en 2025, ces élections se sont donc tenues. Et au terme de la présidentielle, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, donc fut réélu face à 4 autres adversaires avec un pourcentage de 89,77%. On note également le renouvellement de 255 sièges de députés à l'Assemblée nationale, 197 sièges pour être plus précis pour le RHDP, 32 pour le PDCI-RTA et 24 pour les indépendants. Le récit de Konaté Moussa et de Carmen Dia assure dans cet élément. L'année 2025 a été marquée par la tenue des élections présidentielles et législatives. Le 25 octobre, les populations sont appelées aux urnes pour élire le président de la République. 5 candidats se sont affrontés à cette bataille présidentielle. Il s'agit de Awa Domelo, candidat indépendant, Alassane Ouattara, candidat du RHDP, le parti au pouvoir, Jean-Louis Billon, sorti du PDCI-RDA, candidat du Congrès démocratique CODE, Simone Eivé Gbagbo, l'ex-première dame défendait son parti politique, le MGC, Mouvement des Générations Capables, et Henriette Lagou du GPP, le groupement des partenaires politiques pour la paix. À l'issue du scrutin, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante le 28 octobre. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara. Son élection est validée par le Conseil constitutionnel le 4 novembre avec 89,77% des suffrages exprimés. Réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Le 8 décembre, le président élu, Alassane Ouattara, prête serment.
Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Il est investi président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Le Conseil constitutionnel donne acte à Monsieur le Président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Pour rappel, les principaux partis d'opposition que sont le PDCI-RDA et le PPACI n'ont pas participé à cette élection. Les candidatures des présidents de ces deux formations politiques, que sont Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, avaient été invalidées par le juge des élections. Moins d'un mois après l'élection présidentielle, c'est le début des campagnes pour les élections législatives. La conquête des 255 sièges à l'Assemblée nationale est lancée avec 1143 candidats. Les Ivoiriens sont à nouveau invités dans les lieux de vote pour élire leurs représentants à l'hémicycle. À la proclamation des résultats, le RHDP, le parti au pouvoir, obtient 197 postes, soit 77% des sièges, contre 137 en 2021. Le PDCI-RDA s'en sort avec 32 sièges, contre 66 lors de la dernière législature. 22 sièges sont occupés par des élus sous la bannière indépendante. Le FPI, un siège, et également un siège pour l'UNPR. Le PPACI n'a pas pris part aux élections législatives de 2025. Après donc la phase du contentieux, le Conseil constitutionnel a annoncé la reprise des élections dans 2 circonscriptions, à savoir Toumoudi dans la région du Bélier et Douala dans le Mourodougou. Alors, Carmen Dia, à travers cet élément qui précède, vous et Moussa Konaté venez de nous faire revivre ces points saillants qui ont marqué l'actualité politique en 2025. Alors, dites-nous, en tant que journaliste politique, comment est-ce que l'on se sent? Comment est-ce que vous avez vécu cette année électorale? Alors, 2025, c'était une très belle année électorale. En tant que journaliste du service politique, nous avons eu à suivre ces élections, déjà avant les élections, pendant et même après. Et j'aimerais en même temps signaler que nous avons suivi les candidats, nous avons suivi la CEI, voilà les candidats qui sont allés déposer leur dossier de candidature jusqu'à même la validation au niveau du Conseil constitutionnel. Donc ce sont toutes ces étapes qui ont été suivies par le service politique et en même temps les autres journalistes de la rédaction. Donc pour ces élections, un événement d'envergure nationale, tous les journalistes étaient associés. Quand je parle de journalistes, je parle de RTI 1, je parle de RTI 2, les magazines d'information et aussi nos correspondants à l'intérieur du pays. Tout cela ont pris part à ces élections-là et ce qui a permis vraiment de couvrir toute l'étendue du territoire national. Alors, il convient également de souligner que ces élections étaient redoutées par les uns et les autres si l'on s'en tient à ce traditionnel prisme de violence qui revient à chaque cycle et donc électoral de votre position de journaliste. Comment avez-vous observé ces faits? Alors, je peux dire que si je m'en tiens à ce que les observateurs ont eu à dire sur nos différents plateaux lors des nuits électorales, je peux dire que tout s'est bien passé pour nos journalistes. L'opposition a exprimé son ressenti. On a observé quelques incidents, mais dans l'ensemble, nos journalistes ont pu se rendre sur le terrain, ont pu faire ce pourquoi ils sont allés, ont pu couvrir ces élections-là. Et je pense que le résultat a été visible sur nos antennes. Donc, on peut dire que ça s'est bien passé. Alors, après ces élections et la mise en place du nouveau gouvernement, à quoi doit-on s'attendre sur la scène politique en 2026 ? Alors, le nouveau gouvernement a été mis en place. Déjà, le président a été réélu. Mais on remarque surtout que l'équipe n'a pas vraiment changé. On a tous les soldats du président, la grande majorité, voilà, les soldats sont toujours avec lui. Même si on remarque qu'il y a des ministres sortants, au moins 4 ministres sortants, mais on remarque que c'est toujours pratiquement la même équipe, avec des réaménagements certes, mais on a la même équipe et on pense que c'est pour s'inscrire dans la continuité. Voilà, on a certes quelques réaménagements, un Premier ministre, un vice-Premier ministre, un poste qui a déjà existé depuis 1959 sous Félix Houphouët-Boigny. Donc je pense qu'on est dans la continuité et on a vu leur profil lors des différents reportages. Ce sont des personnes qui s'y connaissent, ce sont des personnes qui ont un bon parcours et on pense qu'ils pourront vraiment aider le président à vraiment bâtir cette grande Côte d'Ivoire. Alors, quel regard portez-vous sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale issue des législatives de 2025 ? Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que
Le RHDP a une grande majorité, 197 sièges sur les 255. Certes, Duala et Toumaudi, les élections seront reprises selon la CEI, mais on remarque que le RHDP est déjà bien implanté et le gouvernement en majorité, avec les cadres du RHDP, aura à faire valider son programme, à faire passer ses lois, je pense, le plus facilement possible à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui vient de ce parti-là, le RHDP, qui a été même élu à plus de 84%. Donc je pense que le parti est vraiment bien implanté et le programme du gouvernement pourra suivre son cours. Alors, le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, permettez-moi de rebondir là-dessus, et qui, pendant son discours, justement, son premier discours, a marqué tout son engagement, justement, à conduire à la Chambre, donc, l'Assemblée nationale sur de gros auspices, afin de permettre, justement, aux députés de conduire leur mission dans de bonnes conditions. Patrick Hachi, qui remplace, donc, Adama Bictogo, votre commentaire, justement, par rapport à cette actualité-là? Alors, mon commentaire, Patrick Hachi, on le connaît, il a été Premier ministre également. Voilà, sous le président Alassane Ouattara. Donc, c'est quelqu'un qui a un bon parcours, qui s'y connaît. Et je pense qu'à la tête de cette institution-là, il saura vraiment faire bouger les choses. Alors, Carmédia, votre service comprend également bien, la branche internationale. Et en 2025, l'actualité internationale était également fournie. Ici, en Afrique, nous avons eu pas seulement des élections en Côte d'Ivoire, mais également dans le reste de l'Afrique. Et une élection a particulièrement attiré votre attention. Laquelle? Au Cameroun, l'élection au Cameroun, effectivement, on traite l'actualité internationale. Et cette année, en Afrique, c'était vraiment les élections. On a eu des élections présidentielles au Cameroun, des élections présidentielles en Ouganda. À côté des élections, on a aussi eu la situation en RDC avec le M23. On a eu aussi la situation au Soudan avec la guerre. Mais concernant ces élections, c'est le Cameroun qui a attiré notre attention avec la réélection du président Paul Biya, donc pour un 8e mandat à 92 ans. Donc voilà. Merci à vous, Carmen Dia, pour ce tour de l'actualité qui aura donc marqué 2025. Nous avons pris plaisir à échanger avec vous sur toutes ces questions. Madame, Monsieur, ce n'est un secret pour personne. La politique et l'économie sont en interaction constante et interdépendante, ce qui veut dire que l'une ne saurait être sans l'autre. Donc certains parleront d'impact réciproque. Place à présent à la page économique de cette émission. Madame, Monsieur, en économie, une actualité semble dominer et bien sûr toutes les autres pour 2025. Il s'agit du changement de président à la tête du groupe de la Banque africaine de développement, le mauritanien Sidi Ould Tah, qui remplace le Nigérian Kilwumi à la tête de l'institution financière. Une élection qui s'est tenue ici à Abidjan dans le mois de mai au terme des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Les précisions de Dangui Dangui. La vie économique sur le continent 2025 a enregistré l'arrivée d'un nouveau président à la tête du groupe de la Banque africaine de développement BAD, le Mauritanien Ould Tah, en même temps qu'une redéfinition des priorités de cette institution financière internationale. Impact, innovation, inclusion, intégration, avec un accent particulier sur la résilience climatique et le financement du secteur privé. Ainsi pourrait se résumer la feuille de route ou la vision du nouveau patron de la BAD. Et si le bilan de son prédécesseur, marqué entre autres par les acquis du programme bien connu sous le nom de High Five, notamment nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations, lui fait le lit de l'avis de nombreux analystes, le contexte mondial actuel, avec son lourd cortège d'insécurité, de guerre économique, d'instabilité politique et d'effets pervers du changement climatique, risque par contre de donner de l'insomnie au nouveau patron de la BAD, selon des experts de la question. Mais réputé habitué aux zones de turbulence et engagé aux côtés de l'Afrique sur le chemin du développement, pour le meilleur comme pour le pire, la Banque africaine de développement BAD a pris d'un tout dans son sac à su de nombreux observateurs pour avancer sur ces chantiers. Des chantiers qui ont, entre autres noms, renforcement de la résilience économique, diversification des financements face à la baisse de l'aide internationale, accélération de l'industrialisation, création d'emplois pour les jeunes et le financement d'infrastructures résilientes au climat.
Et justement, pour revisiter les pages de ce passé récent sur le plan économique, pour ce qui concerne bien sûr l'année 2025, nous sommes avec le docteur Fofana Mustafa, économiste. Docteur, bonsoir. Bonsoir Guy. Merci de nous enrichir de votre présence ce soir. Alors, on vient de le voir dans cet élément, l'élection du Mauritanien Sidi Ould Tah à la tête de la Banque africaine de développement. Alors, on sait qu'il a passé 10 ans à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La BADEA, c'est un atout qui a plaidé donc en sa faveur, est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la BAD, on va dire l'Afrique a beaucoup de défis, et cet élément-là peut être un atout pour lui, surtout un atout aussi pour la BAD, parce qu'il faut noter qu'il a été élu à pratiquement 116% des voix. Ça veut dire qu'il a pu capitaliser autour de sa personne. Il faudrait que ce résultat-là puisse être transformé en un résultat économique. Et pour ce faire, il doit faire face à un certain nombre de défis. Et le premier défi, c'est que déjà son prédécesseur a déjà mis la barre très haute. Il a eu 2 mandats où il a pu véritablement faire progresser la BAD. Au-delà de suivre ce que son prédécesseur a fait sur le plan de la performance, sur le plan économique, il faudrait que lui, il va faire face aussi à plusieurs défis. Et les défis, c'est quoi? C'est le changement climatique, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité, même l'insécurité, même en Afrique, c'est la géopolitique avec les conflits qu'on connaît, surtout le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, le fait que M. Ould soit un ancien président de la Banque arabe, c'est véritablement un atout parce que ça va permettre de diversifier les sources de financement de la BAD. L'Afrique a besoin de diversifier ses sources de financement parce qu'on a beaucoup de défis. Et justement, pour rester collé à son actualité, notons que le nouveau président de la Banque africaine de développement, après ses 100 premiers jours, est allé donc voir le chef de l'État. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Quel commentaire, justement, vous inspire cette démarche du président de la BAD? Non, il faudrait aussi dire que pour son élection, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pesé. Et donc, le fait de passer, de partir saluer le président de la République, c'est déjà une forme de reconnaissance. Ensuite, il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que la BAD est située, le siège de la BAD est en Côte d'Ivoire. Et donc, il est clair qu'il doit aller visiter son hôte. Surtout que son hôte aussi, c'est un économiste, pas un ancien économiste, c'est un économiste, un brillant économiste. Donc, il faudrait qu'il puisse aussi aller vers ce dernier-là pour prendre des conseils. Et je pense que sa venue, sa rencontre avec le président, ça s'inscrit véritablement dans cette optique. Alors, un autre point important qui aura marqué 2025 sur le plan économique, c'est bien sûr la fixation du prix du kilogramme de cacao à 2800 francs CFA, un prix fort apprécié par les producteurs de cacao. Votre commentaire justement de cette actualité? Oui, non, il faut dire que le prix, il est clair que c'est un prix record. Avec la crise, ça nous pose quelques soucis. Il faut dire que le marché du cacao, c'est un marché où il y a plusieurs acteurs. L'acteur principal, les producteurs, qui sont atomisés, c'est-à-dire il y a une multitude de producteurs, des millions de producteurs. Ensuite, on a les coopératives qui vont agréger les offres de ces producteurs-là. On a les intermédiaires, on a les multinationales et l'État. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, ça veut dire que ça va compte. Ça veut dire que la production de la Côte d'Ivoire impacte sur le prix mondial. Et donc, le fait d'avoir un prix assez élevé, on a pu constater qu'on a eu affaire à une crise, on va dire une crise en cascade. Parce que, qu'est-ce qu'on a observé? Les stocks au niveau des coopératives, les coopératives ont fait assez de stocks. Les paysans, certains paysans se plaignent qu'ils n'ont pas été payés, malgré qu'ils ont pu vendre leurs produits. Ensuite, avec les blocages au niveau du port de San Pedro et d'Abidjan. Donc, c'est véritablement une crise conjoncturelle. Justement, essayer de régler le problème, le gouvernement a décidé de racheter les stocks afin de garantir le paiement des planteurs. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les planteurs, n'est-ce pas? Oui, effectivement, on va dire c'est une bouffée d'oxygène, effectivement. La crise du cacao, ce n'est pas une crise de production. C'est une crise au niveau de la commercialisation. D'abord, il faudrait qu'on puisse penser à digitaliser la commercialisation. Le fait de digitaliser, ça veut dire qu'on va déjà effacer, on va déjà éliminer tout ce qui est des intermédiaires informels, véreux, tout ça du secteur. Il faut digitaliser. Ensuite, la transformation, mais il faudrait qu'on puisse penser à consommer nous-mêmes d'abord le cacao. Il faudrait qu'on puisse vraiment innover, c'est-à-dire mettre en place des produits ivoiriens consommés par les Ivoiriens. C'est à cette seule condition-là
qu'on pourra véritablement impacter sur le marché du cacao. Et ce sont des pistes de solutions qui pourraient donc aider à régler le problème. Alors la troisième préoccupation donc prise en compte par le service économie et dont vous répondez ce soir, il s'agit bien sûr du budget 2026 de la Côte d'Ivoire qui est fixé environ à 17 350,2 milliards de francs CFA, en hausse de plus de 13% par rapport à 2025. C'est un véritable bond qui vient d'être effectué. Le montant est assez élevé, c'est un montant record comme vous l'avez dit. Par rapport à l'année dernière, il est en hausse de près de 13%. Le taux de pression fiscale est autour de 15%. Ça veut dire qu'on a encore une marge. Lorsqu'on regarde un peu la norme communautaire, on a encore une marge. Le taux de pression fiscale, c'est l'impôt. C'est l'impôt rapporté à l'économie, on va dire au PIB. Au PIB. Et donc, on a encore une marge. On a une masse monétaire qui est autour de 29%. La difficulté, c'est que le service de la dette est très élevé. Il faudrait qu'on puisse regarder un peu d'abord les dépenses. Est-ce que ces dépenses-là seront des dépenses de qualité? Est-ce que les personnes qui seront en charge de conduire ces dépenses-là vont conduire ces dépenses de façon efficace et efficiente? Et donc, ça suppose qu'on doit possiblement lutter efficacement contre la corruption. Ensuite, une chose est de fixer le montant à 17 000 milliards, une autre est de chercher à mobiliser ce montant-là. Alors malgré les quelques insuffisances ou difficultés énoncées, on retient que les bailleurs de fonds continuent de témoigner à la Côte d'Ivoire un intérêt particulier. Doit-on s'attendre à de meilleurs auspices pour 2026 sur le plan économique? Oui, bien sûr. Moi, je suis optimiste pour notre pays. Les voyants sont ouverts pour notre pays. On a beaucoup d'atouts. On a beaucoup d'atouts et je pense que cette année 2026, elle sera meilleure. Les fondements de l'économie ivoirienne sont solides. Et cette solidité-là fait que, véritablement, il faudrait être confiant. Alors, docteur Fofana Mustapha, nous avons pris énormément de plaisir à vous recevoir au cours de cette émission rétrospective. Avec vous, nous avons passé en revue plusieurs champs qui ont marqué 2025. Il s'agit bien sûr de l'élection du nouveau président de la BAD, Assidi Ould-Tah, le 29 mai dernier. Également du prix du cacao et les répercussions qui découlent de la crise qui secoue ce secteur. Et également le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons donc pris énormément de plaisir à aborder tous ces sujets. Merci d'avoir été avec nous. On espère vous recevoir sur un autre plateau dans un futur proche. Merci beaucoup, M. Guivier, et merci aussi à la RTI de m'avoir fait l'honneur de me recevoir ce soir. Je vous en prie. Madame, Monsieur, en 2026, doit-on s'attendre à de meilleures performances dans certains secteurs clés de l'économie ivoirienne? Vous venez d'avoir réponse à cette question par le docteur Fofana Mustapha. Notons également que production agricole ou éventuel champ d'investissement, des performances économiques qui ne pourraient que contribuer à améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et parlons justement du quotidien des Ivoiriens. Nous recevons Serge Koléa du service Société. En 2025, la Côte d'Ivoire a franchi des étapes importantes dans plusieurs secteurs clés, de l'éducation à la santé en passant par l'enseignement supérieur. Retour sur une année marquée par des performances concrètes et des résultats visibles. Le tout dans un reportage signé Sephora Zeki. L'année 2025 a marqué un tournant pour le système éducatif ivoirien. Porté par les réformes issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, les performances aux examens nationaux ont nettement progressé. Le secteur s'est modernisé avec le renforcement des infrastructures, la digitalisation des outils de gestion à travers le SIGE et l'introduction de contrats d'objectifs pour plus de redevabilité. Autre signal fort, la pacification durable de l'espace scolaire et le retour de mesures pédagogiques structurantes comme la dictée classique et la régionalisation du recrutement des enseignants. Dans la continuité de ces avancées, l'enseignement supérieur s'est illustré par des performances scientifiques et académiques majeures. En 2025, la découverte de Vital Plus, un produit capable de lutter efficacement contre le Schwellenschutz qui menace les plantations de cacao, marque une avancée stratégique pour l'économie nationale. Cette innovation est l'œuvre du professeur Mamadou Doumbia de l'université Nangui à Brogua. Sur le plan académique, l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a été classé deuxième meilleure université d'Afrique francophone, derrière l'université Mohamed VI de Rabat.
Enfin, dans le secteur de la santé, l'année a été marquée par des innovations et un renforcement de la gouvernance. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, une intervention médicale inédite de synchronisation cardiaque a été réalisée avec succès, en partenariat avec des experts canadiens. La lutte contre la fraude sanitaire s'est intensifiée. 455 établissements fermés et 14,5 tonnes de faux médicaments saisis. En parallèle, les infrastructures sanitaires se renforcent grâce à un accord stratégique signé avec les États-Unis d'un montant de 487 millions de dollars. Alors Serge Koléa, dans cet élément proposé par Sephora Zegui, on le voit, toutes ces performances enregistrées par l'État de Côte d'Ivoire dans différents secteurs d'activité. La question est celle-ci, quels sont les principaux facteurs qui expliquent justement ces performances et ces meilleurs classements? Alors, on va aborder cette information essentielle qui concerne l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, qui est classé deuxième université au niveau de l'Afrique francophone. Donc, c'est un élément assez flatteur et important pour la Côte d'Ivoire. L'INPHB, vous savez que c'est un établissement supérieur d'élite, avec des écoles créées depuis les années 60 par le président Houphouët-Boigny, et puis devenu en 1996 un conglomérat d'établissements supérieurs privés. Et là-bas, c'est l'excellence, et c'est l'excellence qui se confirme encore avec ce classement. Alors, il y a bien évidemment des points qui militent pour ce classement. Premier point, c'est la qualité de l'enseignement. À l'INPHB, il y a une forte amélioration des programmes, et de l'encadrement et aussi des méthodes pédagogiques qui permettent donc de faire de la formation une formation de qualité qui est dispensée donc aux étudiants. Donc ça, c'est le premier point majeur au niveau de l'INPHB. Deuxième point, c'est la production scientifique. À l'INPHB, la capacité de recherche a été développée par les dirigeants actuels. Aujourd'hui, à l'INPHB, des travaux de recherche sont effectués de façon constante par les étudiants. Il y a également que l'INPHB a un impact sur notre environnement, sur notre société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'INPHB, on n'étudie pas pour rendre ses cours dans une composition. On étudie pour agir sur la société. Donc l'INPHB apporte des réponses concrètes de façon technologique, de façon environnementale à la société. Là, il y a des accords de partenariat avec des acteurs sociaux, des accords de partenariat avec des acteurs industriels, des acteurs technologiques. Donc l'INPHB contribue donc à faire avancer la société. Et ça, c'est très important dans le classement. Dernier point, c'est l'engagement étudiantin à l'INPHB. À l'INPHB, les étudiants, comme je le disais tantôt, ne font pas qu'étudier. Ils sont impliqués dans la vie académique. Ils sont encouragés à faire des recherches. Ils sont encouragés à innover, à créer. Et ce sont tous ces éléments mis ensemble qui font de cet établissement un établissement supérieur de référence qui s'affirme en Afrique francophone et même dans toute l'Afrique. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire, à partir de l'exemple de l'INPHB, s'affirme comme un État impliqué dans la formation au niveau du supérieur. Alors, j'allais justement rebondir sur la question pour vous demander, mais au-delà de ces performances académiques, en quoi est-ce que ce classement est important pour la Côte d'Ivoire? Il est vrai que l'établissement est une vitrine, l'établissement inspire, mais de façon concrète, quelles sont les retombées que la Côte d'Ivoire reçoit justement de ce prestige-là? Bon, déjà, il y a le fait que la Côte d'Ivoire soit un pays de référence en matière d'enseignement supérieur. Ça, c'est très important. Et quand vous êtes une référence, vous devenez une attraction en matière d'enseignement supérieur. Donc ça fait que beaucoup d'universités internationales regardent vers la Côte d'Ivoire pour soit nouer des partenariats, pour soit mettre en place des jumelages pour permettre aux étudiants ivoiriens de faire leurs preuves au niveau international, sinon de renforcer leurs capacités. Et puis, ça démontre, comme je le disais tantôt, que la Côte d'Ivoire met un point d'honneur à investir dans le domaine de l'enseignement supérieur, donc dans le capital humain. Alors, on va dire 12 exactement ministres qui sont passés par cet institut supérieur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a la qualité dans la formation et ça réjaillit sur nos cadres, mais ça réjaillit aussi au niveau de l'extérieur. En ce qui concerne notre image, en ce qui concerne les étudiants qui viennent vers la Côte d'Ivoire pour se former, en ce qui concerne les instituts internationaux qui viennent vers la Côte d'Ivoire pour partager
soit des expériences, soit des projets de formation. Donc, voilà un peu, on peut dire, en résumé, ce classement positionne la Côte d'Ivoire comme un acteur crédible et compétitif de la formation supérieure en Afrique. Alors Serge, autre facteur important ayant marqué 2025, c'est bien sûr la célébration de la fête l'indépendance, la fête nationale, justement à Bouaké. Vous étiez, on va dire, au cœur de cet événement avec des petits sujets, avec des dossiers en rapport avec cette célébration. De votre position, justement, de journaliste, des chefs du service société, comment est-ce que vous avez vécu cet événement et surtout, que vous a inspiré cette célébration du côté de Bouaké? Alors, il faut dire que c'est un événement majeur de 2025, la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bouaké. C'est un événement qui a réuni toutes les forces vives de la nation et bien évidemment toute la société ivoirienne. Alors, ce qui est important de souligner dans cette célébration, c'est le lieu de la célébration, Bouaké, qui est une ville qui, on le sait, a vécu des moments difficiles dans les années 2000 avec une crise qui a totalement bouleversé cette ville en termes d'infrastructures. C'était une ville totalement défigurée qui avait besoin d'un véritable plan pour se reprendre. Et il y a quelques années, effectivement, Bouaké a commencé à renaître avec beaucoup d'investissements dans le domaine des infrastructures, en ce qui concerne la santé, les routes, l'éducation. En tout cas, Bouaké a commencé à renaître et il était important pour l'État de Côte d'Ivoire, il était important pour le président de la République de réunir la nation dans cette ville défigurée hier qui, aujourd'hui, s'est retrouvée, qui resplendit. Aujourd'hui, on dit Bouaké nouveau. Quand vous allez à Bouaké, c'est une ville métamorphosée. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le chef de l'État, a décidé de célébrer l'indépendance dans cette ville, dans ce Bouaké nouveau. Ça, c'est un symbole à saluer. Et deuxième élément, c'est cette symbiose que l'État de Côte d'Ivoire a voulu créer entre l'armée et la nation. À Bouaké, c'était une célébration festive. Elle n'était pas que militaire. Les militaires ont ouvert leurs portes aux populations. Il y avait donc cette volonté de la Grande Muette de se découvrir aux populations. Donc, ça a été des moments forts pour les populations. Alors Serge, on aimerait bien savoir une question qui pourrait certainement intéresser nos téléspectateurs. Alors, à la veille de ce genre de grands événements, de ce type de célébration, comment est-ce que votre service, justement, travaille afin de mettre en lumière tous les efforts qui sont engagés afin de donner à ce genre de célébration un positionnement grandeur nature? Alors, bon, pour expliquer cela, je vais dire, en ce qui concerne les grands événements au niveau de la direction des journaux d'information, il y a le directeur de l'information qui chapeaute toute la stratégie. À côté de lui, il y a la rédactrice en chef et son adjoint qui sont donc les maîtres en chef Delphine Blas. Voilà, justement, qui mettent en place toute la stratégie. Et quand c'est une actualité qui concerne le service société, bien évidemment, le service est amené à identifier les sujets les plus pertinents, à déployer ses reporters, en tout cas à battre le rappel des troupes, et puis en termes d'instruction, suivre les instructions de nos responsables pour que les Ivoiriens puissent véritablement être informés et puis vivre l'événement en temps réel. En ce qui concerne l'indépendance, c'est ce qui est fait. Les équipes sont déployées sur le terrain après donc, les instructions de la direction générale et puis de la direction des journaux d'information. Et puis, en tout cas, on s'arrange en tant que RTI, étant média d'événementiel, de grands événements, de faire en sorte que les Ivoiriens puissent toucher du doigt l'événement dans toute sa dimension. Donc, nous sommes toujours prêts pour le service. En 2026, nous serons encore opérationnels sous la direction de nos différents responsables pour donner aux Ivoiriens l'information qu'il faut. Merci à vous, Serge Collet. On vous attend donc en 2026. Les téléspectateurs de RTI 1 vous attendent également. Alors, Madame, Monsieur, au sein de la rédaction de RTI 1, il existe un service consacré aux grandes enquêtes. Comme son nom l'indique, ce service a pour mission de passer à la loupe des sujets tout aussi importants, des sujets qui intriguent, des questions qui questionnent, comme le dirait le philosophe, ou encore des sujets qui appellent un regard profond. Et la journaliste que nous allons recevoir ici appartient à ce service. Elle s'appelle Marthe Kissi-Kouassi. Elle nous rejoint dans un instant. Les grandes enquêtes font partie de l'histoire des rédactions.
Et la rédaction de RTI 1, fidèle à son cahier de charge, ne saurait vous priver de reportages qui vont au-delà du simple constat. Et pour en parler, nous recevons Marthe Akissi-Kouassi, donc journaliste du service des grandes enquêtes. Marthe Akissi, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Herman Guivet, Alors avec vous, donc, nous allons essayer de passer en revue ce qui aura marqué 2025 pour ce qui concerne votre service. On regarde cet élément, donc cette compile que vous avez préparée et on revient, on en reparle. Mardi 5 mars, les populations abidjanaises se réveillent avec une catastrophe écologique. Environ 3 tonnes de poissons morts flottant dans la baie de Biétry. Mission est donnée sur le champ au Centre ivoirien anti-pollution SIAPOL de trouver les causes de cette mort massive de poissons. Nous avons constaté sur le milieu un manque d'oxygène total. Mais pourquoi ce manque d'oxygène? Abidjan ne dispose pas de station de traitement des eaux usées des ménages. La lagune est devenue un dépotoir. En plus des questions de pollution, qu'est-ce qui a été l'un des éléments déclencheurs de ce phénomène cette année? Nous pensons que le milieu de Biétry est devenu de plus en plus fermé. Pourquoi? Parce qu'en amont, il y a le remblayage de la baie de Biétry. Plus de 40 hectares d'espace qui ont été remblayés en amont à Biétry. Zioguiné, dans le département de Mans, région du Tonki. La piste caillouteuse et difficile d'accès de ce village nous mène à un trésor bien connu de la région, le Café des Montagnes. Un café avec une renommée internationale. Il est particulièrement prisé pour son arôme. Mais obtenir cette qualité exige un cahier de charge avec des normes strictes. On le sait sur clé pour prévenir déjà, maintenir l'arôme originel du café. La deuxième chose, c'est que avec ce genre de séchage, il y a l'homogénéité au niveau du séchage. C'est-à-dire que vous voyez là, le café n'est pas empilé. Mais si on devait le sécher par terre, il allait être empilé, ça allait peut-être faire une fermentation. Certains grains allaient sécher avant d'autres. Alors que là, le séchage, il est homogène. Bouna, chef-lieu de la région du Bunkani, est depuis la fin du mois d'août un site privilégié pour le refuge. À 35 km de cette localité, le village de Vankoro. Ici, vivant plus de 3000 autochtones, plus d'1 millier de déplacés ghanéens, hommes, femmes et enfants. La cause, un différend foncier entre tribus Brifort et Gonja. Le problème a commencé entre mon grand frère et le fils du chef Gonja, qui est le roi du village. C'est un terrain de construction et c'est une fondation qui a été mal creusée pour aller rentrer sur un terrain où ça appartenait au fils du chef Gonja. Alors Marthe Akissi-Kouassi, à travers cet élément, nous avons reconnu les voix de nos spécialistes maison en termes d'investigation. Il s'agit de Victorine Yoyoboué, Didier Nguessan et donc Jean-Marc Djadji, que nous saluons au passage. Dites-nous, comment est-ce que vous travaillez à aller en profondeur sur ces sujets? D'abord, comment ces sujets sont-ils choisis? Sont-ils triés au volet ou ils s'imposent à vous? Alors, il faut dire que les sujets sont travaillés de façon collaborative entre les différents journalistes du service, à commencer par les thématiques qui sont choisies. Chacun fait ses propositions d'abord. Ensuite, on affine les sujets et on part sur les angles. Et après avoir traité dans l'ensemble, c'est validé bien évidemment par le chef de service des grandes enquêtes. Et ensuite, on soumet à la rédaction en chef. Mais permets-moi, Herman Guivet, de revenir un peu sur ce service des grandes enquêtes, parce qu'il faut savoir que c'est un service qui est très récent. Parmi les services de la rédaction de RTI 1, ça a été créé en 2017, sur la volonté donc, de la direction générale. Et il y avait une équipe qui était détachée, dédiée donc, aux grandes enquêtes. Mais en 2022, on a essayé de restructurer ce service en catégorisant donc, les sujets en 3 parties. On va dire les enquêtes express, les enquêtes dossiers et les enquêtes découvertes, comme vous l'avez vu dans cet élément. Donc, pour revenir donc, à l'élément en question, effectivement, on travaille sur les grandes questions sociales, comme la pollution de l'environnement, comme vous l'avez vu dans l'élément. On parle aussi de découverte de cette richesse agricole qu'a notre pays dans le café. On le sait, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur
mondial de café. Donc, on a une particularité avec le café des montagnes et sans oublier, bien évidemment, la politique d'intégration africaine et de la gestion des frontières mise en place par le gouvernement pour accueillir les réfugiés sur le sol ivoirien, comme quoi marquer notre hospitalité légendaire. Alors, quels sont les quelques retours? Moi, j'ai envie de vous demander quels sont les quelques retours que vous avez pu donc obtenir après diffusion de ces sujets qui interrogent. À commencer déjà par le reportage de Victorine Yao-Yobo, il faut dire que la question de la pollution lagunaire, c'est vraiment une question dont on parle depuis des décennies. Et on l'a vu avec les poissons morts sur la baie de Biétry. Effectivement, la population a vraiment été impactée et est aussi en même temps à l'origine de cette pollution, puisque c'est à partir de nos déchets organiques que cette pollution a eu lieu et ça a permis donc à ces poissons-là de ne pas vivre dans un écosystème tout entier qui a été détruit et en même temps impacter aussi la santé des populations. Alors pour revenir donc à ta question, effectivement, quand on produit ce genre de sujet, effectivement, c'est pour stimuler les décisions. On l'a vu dans le reportage de Victorine toujours, qu'il y avait le Centre ivoirien anti-pollution qui a aussi approfondi des enquêtes pour révéler qu'effectivement, ces poissons-là manquaient d'oxygène dû à des déchets organiques et des déchets ménagers, sans oublier le remblayage, qui est une question aussi assez cruciale pour la Côte d'Ivoire, remblayer et qui permet je dirais, qui ne favorise pas les poissons ou les ressources halieutiques d'être dans leur milieu naturel. Et on va dire donc qu'en 2025, vous êtes resté fidèle à votre credo, qui est d'aller plus loin, d'aller donc chercher les réponses que se posent les Ivoiriens, de les mettre à jour et enfin, justement, d'interpeller, de sensibiliser. En 2026, on devrait vous retrouver sur ce même champ, n'est-ce pas? Absolument. C'est vrai qu'on ne va pas étaler quand même ce qu'on va faire parce que oui, le service des grandes enquêtes... Non, mais on ne révèle pas ce qu'on va faire. Vous savez, l'enquête, c'est la révélation, c'est la découverte. Donc, si on vous dit tout de suite ce qu'on va faire, il n'y aura plus de suspense. Voilà, parce que nous, on va en profondeur, comme tu l'as dit, Herman. Donc, à partir des sujets classiques des autres services, nous allons en profondeur pour dénicher ce qui est caché et pour faire découvrir ce qu'on ne sait pas forcément. Alors, on a encore du temps. Donc, on va travailler sur... Oui, on a encore du temps. On va travailler sur les grandes questions sociales. Les questions de société, toujours les questions environnementales, les questions aussi agricoles, parce que oui, la Côte d'Ivoire est très riche en termes d'agriculture, on le sait, le café, le cacao, le plantain également, voilà pas mal de ressources agricoles, sans oublier les questions culturelles aussi, et puis n'oublions pas la politique au niveau de la gestion des frontières, voilà. Donc, pas mal de questions sur lesquelles on va travailler en 2026, toujours avec la même ligne éditoriale, bien évidemment, du groupe RTI. Alors, est-ce que les populations, enfin les téléspectateurs qui nous suivent, ont la possibilité de vous joindre et de vous exposer leurs préoccupations? S'il existe un canal pour vous contacter, s'ils ont envie d'en savoir davantage ou bien de demander votre expertise dans un domaine précis? Déjà, on a le service RTI Info qui collabore avec nous. Voilà, donc je donne déjà un petit indice parce qu'aujourd'hui, on a reçu un message d'une personne qui a attiré notre attention sur une forme de corruption quelque part. Comme je l'ai dit, le service Grande Enquête ne peut pas tout dévoiler parce que tant que ce n'est pas encore fini, on ne peut pas donner quelques indices. Mais on travaille en collaboration avec certains services, voilà, pour voir un peu sur quelles questions on peut approfondir ou on peut intervenir. Donc RTI Info, par exemple, qui reçoit des messages, qui nous partage aussi, ça aussi c'est une source de sujets pour nous. On a aussi, au niveau de la page Facebook, de RTI Info toujours, c'est-à-dire que quand on fait des publications là-bas, dans les commentaires, on peut avoir pas mal de réactions qui suscitent aussi des sujets sur lesquels le service peut travailler. Merci à vous, Marthe Kissi, pour l'essentiel de ces précisions qui ont certainement permis à nos téléspectateurs d'en savoir davantage sur le fonctionnement, justement, du service des grandes enquêtes. Et on espère vous retrouver assez bientôt, justement, avec pour aller dans le détail de vos interventions. Madame, Monsieur, puisque vous parliez à l'instant de RTI Info, permettez-moi de vous le dire. Alors, le plaisir est toujours décuplé pour nous de recevoir le service RTI Info, ce service-là, donc,
qui veille au grain sur l'Internet web de la RTI. Et ce service sera représenté ici par Boris Blaise-Dillon, que nous allons recevoir dans un instant. Merci à vous, Martha Kwasi. On se retrouve dans un instant. Et le service RTI Info est avec nous dans le cadre de cette rétrospective 2025. Boris Odilon, journaliste à RTI Info, nous a rejoint sur ce plateau. Boris Odilon, bonsoir. Bonsoir Raymond Nivet. Ravi de vous revoir. Je vous avais donc reçu à l'occasion de la Cannes. Nous avions échangé à ce sujet. Aujourd'hui, eh bien, le décor est un tout autre. Avec vous, nous parlons de 2025, de ce qui a marqué donc le fonctionnement de votre service en 2025. Que retenir justement de 2025 au niveau de RTI Info? Il y a tellement de choses à retenir, mais il y a 3 éléments clés qui ont permis à RTI Info de glaner des parts d'audience très importantes. Alexis Ouedraogo et Serge Koléa sont revenus sur le défilé de l'indépendance, qui a été un moment très important. Il y a aussi un élément qui a été tourné par Gabriel Zani sur l'ATK en Europe. Voilà, je crois que c'était au niveau du service des grandes enquêtes, des reportages les plus importants. Le grand journal, le grand JT, voilà, en France. C'est un élément qui a vraiment marché. Et juste derrière, on a un élément d'une interpellation d'un malfrat sur lequel on a saisi la somme de 180 millions de francs CFA et plus de 110 téléphones. Donc ce sont ces 3 éléments-là qui ont pu cumuler sur nos réseaux sociaux plus de 1 million de vues quand on prend YouTube et TikTok à la fois. YouTube et TikTok parce qu'aujourd'hui, RTI Info s'est installé sur TikTok, qui est une véritable niche où on retrouve les 18-24 ans. Donc, on a décidé d'apporter l'information à ces gens-là qui ne sont pas toujours devant la télévision, qui ne sont pas toujours sur les réseaux sociaux classiques, YouTube, Facebook, on connaît, mais qui sur TikTok vont se divertir. On a décidé d'apporter l'information à ceux-là qui ont décidé de se divertir. Et ça marche plutôt bien parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, RTI Info a 1 million d'abonnés. J'allais justement vous demander, mais combien d'abonnés revendiquez-vous sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux? 1 million d'abonnés pour TikTok, d'accord, et les autres réseaux sociaux, combien? Globalement, nous sommes à 4 millions d'abonnés parce que Facebook, en 2025, on a atteint les 2 millions d'abonnés. À côté de Facebook, comme on l'a dit, TikTok, on a 1 million d'abonnés, ce qui fait déjà 3 millions d'abonnés. On a le compte YouTube qui a plus de 560 000 abonnés. On a Twitter X qui a plus de 260 000 abonnés. Quand on cumule tout ça, nous sommes à plus de 4 millions d'abonnés. Et ces abonnés-là, en majorité, viennent de la Côte d'Ivoire, puisque l'information en première partie est destinée aux Ivoiriens, mais aussi des pays limitrophes comme le Burkina Faso, le Mali, et de la diaspora ivoirienne qui est en France, et même la diaspora africaine de France, parce que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de l'Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde cherche à savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui, selon vous, attire ces abonnés? C'est la rapidité que vous avez dans le traitement de l'information, c'est le fait d'être très alerte, toujours, c'est cela pour vous? Qu'est-ce qui, pour vous, l'explique? Déjà, je crois que c'est le positionnement même du groupe RTI qui attire les abonnés vers les différents réseaux sociaux, bien sûr le web de la RTI, parce qu'on est un média de confirmation. Au moment où certains médias capitalisent sur le buzz, les gens sont à la course à l'information la plus rapide. Au niveau de la RTI, nous sommes là pour confirmer. Ce n'est pas pour rien qu'au niveau des différents services, on a des journalistes spécialistes en vérification de l'information. On ne court pas derrière l'information pour la donner sans la vérifier. Justement, parlez du fact-checking. C'est une de vos spécialités, n'est-ce pas? J'ai eu le plaisir de travailler avec l'un de vos collaborateurs, Federico Rebi, qui m'en a dit un rayon sur le sujet. Mais vous, quelles sont vos précisions sur justement ce que vous produisez en termes de fact-checking? Déjà, il faut dire, quand on parle de fact-checking, c'est le journalisme même à l'état pur. Parce qu'on ne peut pas faire de journalisme sans vérifier l'information. Voilà. Et au niveau de RTI Info, qui travaille en collaboration avec tous les journalistes de la rédaction, on a des contacts et des méthodes, des stratégies de travail qui permettent de savoir quand une image est truquée, quand c'est de la mésinformation, parce que souvent, il n'y a pas de trucage, mais on donne une information qui diffère de la vérité. Et on a toutes ces stratégies-là grâce aux formations qu'on a pu recevoir pour pouvoir donner la bonne information. On a aussi les autorités. Quand quelquefois c'est une information de type politique, quand on annonce la mort d'un homme politique, on a les moyens de contacter les personnes ressources pour savoir si, effectivement, il y a eu décès ou pas. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ou tous les internautes préfèrent venir s'informer sur les plateformes de la RTI parce qu'avec nous, c'est sûr que vous aurez l'information vraie, vérifiée, vérifiable.
Alors, vous faites bien d'aborder le sujet parce que j'allais justement vous demander, mais combien de temps est-ce que vous vous donnez pour confirmer ou infirmer une information? Parce que le ressenti qui revient le plus souvent de la part des téléspectateurs, c'est qu'on met trop de temps au niveau de la RTI à réagir. Vous, votre processus de vérification, combien de temps est-ce qu'il... On met trop de temps, c'est normal que les gens le disent, mais comme j'ai eu à le préciser, on prend le temps de tout vérifier. Très bien. Parce qu'au cours de la formation, on vous dit qu'une source unique est une source nulle. Et la personne qui a l'habitude de te donner la bonne information peut te manipuler un jour. Je te donne toujours la bonne information, mais aujourd'hui, je décide de te manipuler. Donc, on ne se précipite pas. On multiplie les sources d'informations, on fait le croisement, et quand on est sûr de ne pas se tromper, on donne la bonne information parce qu'on ne vient pas, on n'est pas un média de service public, on n'est pas la RTI pour dire quelque chose et se dédire. Donc quand la RTI parle, c'est que c'est vrai. Très bien. Alors, on vous retrouve également, vous produisez des sujets. Vous faites des sujets, vous ne vous contentez pas seulement de relayer donc, les informations ou les reportages produits par les journalistes de la rédaction. Vous produisez des sujets, vous allez également sur le terrain. Expliquez-nous comment est-ce que cette action dans laquelle vous vous engagez permet à votre web, à votre site web, de gagner en notoriété. On fait déjà ce qu'on appelle de la veille parce qu'on est hyper connecté au niveau du service RTI Info, ce qui a développé chez certains d'entre nous une homophobie, parce qu'on est accro à nos téléphones. Donc, tout le temps, il y a des sujets. Il y a des sujets sur le net. On essaie de voir quel est le sujet le plus pertinent sur lequel la RTI peut donner la bonne information, parce que ce n'est pas tous les sujets qui méritent d'être traités. Donc, une fois qu'on a fini de sélectionner ces sujets-là, en réunion avec l'équipe, avec la permission de la rédactrice en chef, du directeur de l'information, on se déplace sur le terrain et on fait le travail journalistique et qu'on reprend directement via nos canaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de revenir comment on appelle ça, à la rédaction pour traiter un élément. On est sur le terrain automatiquement. Dès qu'on a les éléments qu'il faut, en moins de 10 minutes, vous avez déjà l'information sur le net. Alors, Boris Odilon, on va terminer avec vous avec cette question. Pourquoi l'internaute devrait absolument revenir sur RTI Info pour avoir la bonne information? En quelques mots. Parce que RTI Info est le média de la confirmation. Merci Boris Odilon. Je rappelle que vous êtes journaliste à RTI Info. Nous vous recevions dans le cadre justement de cette rétrospective 2025. Avec vous, nous avons donc passé en revue l'essentiel du travail que vous avez abattu en 2025. Merci pour toutes vos précisions et on espère vous retrouver également très bientôt. Madame, Monsieur, innovation cette année, la participation de RTI2 à cette émission bilan de la direction de l'information. Pour ceux qui ne le sauraient pas, RTI2 est une rédaction dont la ligne éditoriale est marquée du sceau de la proximité. L'idée, c'est de raconter la réalité telle que les populations la vivent et c'est aussi d'apporter un autre regard sur les différents sujets, sur le quotidien des populations. Nous recevrons dans un instant le journaliste de RTI2, notre collègue Georges Tido. La proximité avec les populations, une maxime à laquelle RTI2 reste fidèle. Et dans l'élément qui va suivre, un élément réalisé par Joël Gosset, RTI2 nous fait le point de ce qui aura marqué 2025 en termes justement de reportages ayant un point particulier avec le quotidien des Ivoiriens. On suit, on regarde. Après la diffusion de notre carton rouge adressé à la SODECI, société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, sur la souffrance des populations d'Adjamé Village qui étaient obligées de s'alimenter à travers un tuyau cassé de la société dans un environnement insalubre, les villageois sont désormais reconnectés au réseau d'adduction d'eau potable. Quand il y a eu les casses, on n'avait pas d'eau, on recueillait l'eau à terre. Pour préparer aussi, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, tout va bien. Merci beaucoup, on est satisfait. Bon, c'est un plaisir. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Vu les événements, Dieu a fait grâce aujourd'hui. On a eu de l'eau. C'était très difficile. Parce qu'il fallait puiser l'eau. Là, vu le premier reportage, ça fait que moi, on a eu une situation comme ça. Aujourd'hui, l'eau coule dans presque tous les ménages. Pour la chefferie, environ une vingtaine de compteurs ont été réabonnés et d'autres sont en cours de réabonnement. Elle ne boude pas son plaisir. Ah, l'eau.
Le manque d'eau à Adjamé Village, selon le responsable de l'environnement, est plus qu'un mauvais souvenir. Pour le passage de l'Odyssée d'Abidjan, toutes les conduites étaient cassées. Tout à Adjamé Village n'a pas d'eau. C'était cette eau-là que tous les villageois viennent prendre sur la ravitailler. Mais ce n'est pas une bonne eau, puisque c'est un lieu de ruissellement. Nous sommes satisfaits parce que vous ne voyez personne, l'eau ne circule pas. Vous voyez, l'eau ne circule plus. Nous sommes contents pour dire merci à la SODECI. En attendant l'abonnement complet de tout le village, la SODECI, à travers l'ONEP, a distribué gratuitement 10 à 20 000 litres de citernes d'eau aux populations par jour. Problème d'adduction en eau potable, la route dégradée, un problème d'accès à l'électricité, comme on vient de le voir dans ce reportage commenté par Joël Gosset, RTI2, au cœur des préoccupations des populations. Et on en parle avec Georgette Ido. Georgette, bonsoir. Bonsoir, Eman. Vous êtes journaliste à RTI2 et justement, vous êtes sur ce plateau pour aborder avec nous ce qui a été fait au niveau donc, de RTI2 pour ce qui concerne l'année 2025 en termes justement de couverture, de reportage. Alors dites-nous de façon concrète, cette proximité, comment se traduit-elle ? Merci Guivet, comme on l'a suivi tout à l'heure dans le reportage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que RTI2, comme vous l'avez si bien dit, c'est la proximité. Qui parle de proximité, parle des réalités de la population. Concrètement, nous allons sur le terrain, nous allons hors des bureaux, c'est-à-dire dans les marchés, dans les centres de santé, dans les quartiers, dans les villages, parfois même dans des zones reculées pour raconter ce que la population vit au quotidien. L'idée, c'est de mettre en lumière soit les initiatives locales, soit les faits de société, les préoccupations citoyennes. RTI2 part là où les grandes caméras ne vont pas toujours. RTI2 est là pour les populations parce qu'on se dit l'information qu'on doit diffuser, chaque Ivoirien, chaque citoyen doit se reconnaître dans cet élément. On doit se dire ce qui se passe à RTI2 aujourd'hui, ça peut me concerner, c'est ma réalité, c'est mon environnement. Donc voilà un peu la proximité que fait RTI2 au quotidien. Et parlons justement de ce récit que vous faites du vécu, des difficultés que connaissent les populations. Quelles sont ces histoires ou ces reportages que vous avez réalisés qui ont eu un retour favorable? Alors, il faut dire que RTI2, comme c'est la proximité, nous faisons pas mal de sujets qui ont à 90% un retour favorable. On traite des problèmes d'eau potable, comme on l'a vu dans le reportage. Et ça, c'était à l'issue d'un carton rouge. RTI2 a donné un carton rouge à la SODECI. Et après le carton rouge, 2 jours après le carton rouge, les populations étaient reconnectées. Donc voici un peu ce que RTI2 fait. On tourne aussi des reportages, problèmes d'électricité, surtout les problèmes de santé à travers nos reportages SOS qui aujourd'hui sauvent des vies. Aujourd'hui, RTI2 se présente comme une solution aux problèmes de santé des populations. Nous sommes sollicités à longueur de journée. Tous les jours, nous recevons des messages, des appels parce qu'on s'est dit qu'à travers le canal de RTI2, ces populations-là recouvrent la santé à travers nos reportages SOS. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes ces personnes qui interviennent après nos reportages SOS. Le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et de l'Enfant, le ministère de la Solidarité, même les influenceurs, les personnes de bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde RTI2, on se dit, quand il y a un reportage SOS, par exemple, qui sauve beaucoup de vies, on se dit que juste après le reportage, il aura forcément satisfaction, il aura gain de cause. Et quand la population est satisfaite, nous sommes 2 fois plus satisfaites parce qu'on se dit que nous avons accompli notre mission de service public, notre mission de proximité. Alors, Georgette Ido, permettez-moi de rentrer dans le détail de ce que vous proposez comme rubrique aux téléspectateurs pour parler bien sûr du carton rouge. En football, on sait que quand on donne un carton rouge à un adversaire ou à un joueur, on le fait sortir, on l'invite à quitter l'aire du jeu. Mais le carton rouge du RTI2, qu'est-ce que cela signifie ? Je dirais déjà que les rubriques de RTI2, ce sont ces rubriques-là dans le journal qui fidélisent même nos téléspectateurs. C'est notre identité, surtout le carton rouge. Le carton rouge permet d'interpeller sur les dysfonctionnements ou des comportements à corriger. Vous avez vu tout à l'heure, souvent nous interpellons nos autorités parce que souvent il y a un manque de rigueur, il y a l'incivisme aussi de la population. Et lorsque nous adressons un carton rouge qui est beaucoup suivi, on a des retours sur les réseaux sociaux, sur tous les canaux de la RTI. Et lorsque le carton rouge est diffusé 2 jours, 3 jours, voire une semaine, le problème là est résolu. Mais à côté du carton rouge, il y a tous les jeudis, il y a le portrait qui passe. Le portrait, c'est une rubrique qui met en valeur les hommes et des femmes qui inspirent par leur parcours. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre,
qui ne sont pas connus. Pourtant, ils ont connu un passé difficile. Aujourd'hui, ils sont un modèle de réussite. Et à travers nos reportages, nous essayons d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat à travers nos reportages portraits. Les samedis aussi, il y a l'Escale 225 qui fait la promotion des atouts touristiques de notre pays. Parce qu'il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités touristiques. Et tous les samedis, nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs à travers la rubrique Escale 225, que ce soit les complexes hôteliers, que ce soit les musées, que ce soit des sites touristiques, les collines, les sites. Tout est mis en exergue dans la rubrique Escale 225 qui se passe tous les samedis. Et les dimanches aussi, nous avons les dossiers de la 2. Ce sont des reportages grand format qui sont traités en fond et en large pour que le téléspectateur puisse comprendre de quoi il s'agit. Souvent, ce sont des sujets d'actualité. Souvent aussi, ce sont des sujets classiques, les faits de société. Et pour s'inscrire dans la même dynamique que vous, nous avons eu l'occasion de tomber sur un carton rouge réalisé par un de vos journalistes, un de vos grands journalistes, Parga Sorokone, qui donc dénonçait ce trafic irrégulier dans la commune d'Adjamé, ce désordre. Et selon nos observations, des solutions ont été trouvées justement juste après ce carton rouge. Le carton vert, lui, à quoi est-ce qu'il sert? À encourager, c'est ça? D'accord, je vais revenir un peu sur ces cartons rouges-là. Alors, la voix du rédacteur en chef de RTI de Kone Parga Soro donne un cachet spécial à la rubrique carton rouge parce que quand vous écoutez, vous sentez le mécontentement du journaliste. Le carton rouge, c'est pour sanctionner. Alors, le carton vert, parce qu'on se dit, RTI 2, il n'y a pas que tout ce qui est mauvais. Quand c'est bon, il faut savoir apprécier. Quand c'est bon, il faut féliciter. Et nous attribuons un carton vert à toutes ces personnes qui se distinguent. En 2024, la Côte d'Ivoire a abrité la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, qui s'est jouée en 2024. Et c'était une organisation réussie. Alors, un an jour pour jour, la RTI2 a réalisé un grand reportage, un carton vert adressé aux autorités, à toutes ces personnes qui ont participé à l'organisation de cette CAN, parce qu'on a vu que c'était une organisation réussie et on a donné un carton vert pour féliciter le gouvernement aussi. Alors, juste pour terminer, doit-on s'attendre à plusieurs autres cartons rouges pour 2026 ou cartons verts également? Ça va dépendre de ce qui va se passer. Si les populations sont disciplinées maintenant, on pourra donner des cartons verts. Mais tant qu'il y aura des comportements inciviques dans la société, nous allons toujours distribuer nos cartons rouges. On voit que le pays est en chantier et lorsque on voit quelque chose qui est sur de bonnes voies, on donne un carton vert pour dire bravo, il faut continuer dans cette lancée. Donc, pour dire qu'à RTI2, on ne fait pas que sanctionner, mais on sait féliciter aussi quand il le faut. En quelques mots, vos perspectives pour 2026? Alors, RTI2 en 2026, déjà en 2025, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. La population a toujours besoin de nous. La population a toujours besoin des caméras d'RTI2. Alors, pour l'année 2026, nous entendons faire de grands reportages qui vont encore impacter le quotidien des populations à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Il faut que tout le monde se retrouve dans le journal de RTI2. Quand Guy regarde le journal de RTI2, il se reconnaît, il reconnaît son village, il reconnaît son environnement. Et en 2026, c'est ce que nous allons faire. Merci à vous, Georges Tido, pour votre participation à cette émission bilan de la rédaction, de la direction de l'information de la RTI. Madame, Monsieur, afin que la proximité ait tout son sens, il faut se donner les moyens de se projeter dans la quête de la vérité. Cela suppose une ouverture des débats sur des sujets qui ne font presque jamais l'unanimité. Et c'est cet exercice quotidien que travaille le service magazine et débat en plateau. Donc, en 2025, plusieurs plateaux se sont enchaînés afin de coller à cette actualité. Nous recevrons dans un instant, journaliste des magazines et débats, Adevi Soyo pour en parler. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Informer, éduquer, décrypter. Triptyque de la rédaction des magazines et débats de la direction de l'information. Tous les ans, elle propose diverses émissions aux populations. En 2025, l'actualité n'a pas simplement défilé. Elle a été analysée, questionnée et mise en perspective à travers des plateaux, offrant aux téléspectateurs un espace d'échange équilibré et rigoureux. Politique, économie, sport, santé, société et autres ont été passés à la loupe. La rédaction était donc au cœur de l'information.
L'année écoulée a vu défiler les figures de proue du paysage institutionnel. À travers la tribune, RTI 1 reçoit Akin Wumi, Adeshina, Ibrahim Koulibaly Kubière, Mariatou Kone, Bruno Nabagno Kone ou encore Anne-Désiré Ouloto. Ces 5 personnalités majeures se sont prêtées au jeu de la redevabilité. Face aux Ivoiriens, ministres et présidents d'institutions ont ainsi dressé le bilan de leurs secteurs respectifs, transformant la parole publique en acte de transparence. La force des rédactions des magazines et des débats réside également dans la diversité des formats. Le choc des idées avec 30 plateaux de l'émission Débat sur des sujets brûlants, 13 émissions spéciales, 35 numéros de l'émission Ça fait l'actualité ont également été diffusés, sans oublier les plateaux des nuits électorales et l'émission Face aux électeurs à l'occasion de la campagne présidentielle. Moi, je suis pour une opposition responsable. En matière d'analyse d'experts, le Club de la presse a tenu ses promesses avec 49 numéros, offrant aux journalistes une lucarne unique pour disséquer l'actualité brûlante de la semaine. De Médine Côte d'Ivoire, magazine d'immersion économique et d'entrepreneuriat, en passant par la Côte d'Ivoire en marche, ces émissions ont mis en lumière les moteurs du développement de la Côte d'Ivoire et les actions menées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En 2026, l'ambition pour les magazines et débats est claire. Passer à la vitesse supérieure avec davantage d'entretiens exclusifs et des débats contradictoires pour faire vibrer les téléspectateurs. Je suis plus futé dans ce jeu que toi, hein. Donc il faut arrêter, laisse-moi développer mon idée. Davis Oyo à la voix, Davis Oyo au reportage, Davis Oyo sur ce plateau. Davis Oyo, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Guivet. Ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Bilan. Avec vous, nous allons parler justement de ces faits importants que vous avez essayé de nous relater dans cet événement, dans ce reportage. Alors dites-nous, Davis Oyo, dans quelles conditions avez-vous réalisé toutes ces émissions ? Alors Raymond Guivet, sachez que déjà au niveau des magazines, nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. 2025, année marquée par 2 élections, l'élection présidentielle et les élections législatives. Vous avez pu le constater, durant l'année écoulée, nous avons reçu des acteurs politiques, et non des moindres, des jeunes, des femmes, des religieux. Tous, on les a mis à l'épreuve de la contribution pour parler d'une politique saine, pour parler d'une élection apaisée, sans violence, avant, après et pendant. Et justement, Davis Oyo, on vous a vu au four et au moulin pendant la présidentielle, organisant les débats, veillant justement à ce que tout se passe bien, à ce que chaque candidat ait son temps de parole. C'est une rigueur que vous vous êtes infligée, n'est-ce pas, au service Débat et Magazine? Bien sûr, il faut l'équité dans les échanges. Il faut l'équité dans les échanges. Donc, sous la roulette du directeur Koné Lanciné, on a un triptyque au sein de la rédaction des magazines et débats. Disséquer, décortiquer, décrypter, informer et surtout éduquer. Sur cet élan, on a besoin d'avoir des personnes qui ont le même temps de parole. Alors Davis, dites-nous, comment se prépare une émission débat et télévisée? Vous qui appartenez au cercle restreint justement de cette équipe, vous identifiez, n'est-ce pas, les personnes à contacter, vous les contactez, et ces personnes vous rejoignent et ensemble, vous travaillez sur l'émission, c'est bien cela, n'est-ce pas? Tout commence déjà par le choix du sujet. Le sujet détermine les personnes à interviewer, les personnes à trouver par rapport au débat. Je prends le cas de l'émission débat. L'émission débat, généralement, on trouve d'abord l'actualité brûlante. L'actualité brûlante, elle doit être disséquée. C'est un sujet politique, il faut forcément trouver des personnes de chaque bord. Pouvoir en place et opposition. C'est aussi une pression pour le présentateur qui a le devoir de faire en sorte que tout le monde s'entende sur le plateau pour que les Ivoiriens puissent avoir la bonne information, le contour de tous les sujets. Alors, dans le choix des invités, expliquez-nous comment cela se passe. Est-ce que vous choisissez à ces personnes, est-ce que vous vous mettez d'accord sur l'identité de ces personnes ou vous faites des choix de sorte à varier justement le public qui viendra sur le plateau? Comment est-ce que ce choix s'opère? Une fois le sujet identifié, il faut trouver les personnes ayant la compétence d'aborder certaines thématiques. Une fois ces personnes identifiées, il faut aussi se rassurer d'abord que le background de celui qui sera en face soit à la hauteur de celui qui participe au débat. Donc, on va dire c'est des secrets, c'est des secrets qu'on n'a pas envie de forcément dévoiler ici, mais déjà c'est ce qu'on pourrait dire au niveau du choix des personnes qui viennent s'affronter sur le plateau, généralement les plateaux des débats, comme le Club de la presse et le débat politique. Alors Davis, dites-nous, pour 2026, qu'est-ce qui attend nos téléspectateurs?
Alors pour 2026, nous allons plus être au cœur de l'information. Nous allons proposer aux Ivoiriens des débats contradictoires, surtout parler des sujets qui les tiennent à cœur, des sujets qui les concernent, et surtout accroître notre réactivité face à une actualité pour que les Ivoiriens puissent avoir la bonne information qui est généralement sur la RTI. Alors, Davis, est-ce que les téléspectateurs peuvent vous contacter, par exemple, pour vous demander, pour vous dire qu'ils aimeraient que vous puissiez organiser un débat sur tel sujet ou tel autre? Est-ce que ce canal existe? Lors de nos débats, on a le code QR, on a le téléphone. Et ça permet aux téléspectateurs d'interagir directement pendant les émissions. Et généralement, sur le code QR, pour l'année, c'est au moins 300 participants en moyenne qui apportent des questions, des préoccupations. Au-delà de ça, on peut déjà choisir des sujets qui pourraient intéresser tout le monde. Et pourquoi pas ne pas faire, on fait souvent un grand débat. Souvent, on fait aussi dans l'émission Ça fait l'actualité. Comme je l'ai dit dans le reportage, on a plusieurs formats d'émissions. Et en fonction du sujet, on choisit le format qui va avec. Voilà. Dans Ça fait l'actualité, on peut prendre ça traite de l'information chaude de la journée et de la semaine. Dans le club de la presse, c'est l'actualité politique, bien l'actualité des sociétés qui a pignon sur rue durant toute la semaine. On a le débat politique qui peut souvent traiter l'actualité avec une plus-value. Voilà. Et aussi, on a les émissions d'immersion comme Made in Côte d'Ivoire et aussi la Côte d'Ivoire Match qui met en lumière les infrastructures du gouvernement pour améliorer le quotidien des populations. Merci à vous, Davis, et tout ceci participe au dynamisme de votre service. Merci d'avoir été avec nous justement dans le cadre de cette émission. Davis Oyo, donc journaliste au service magazine et débat. Nous avons pris plaisir à échanger avec vous. Davis, vous avez un mot pour terminer? Oui, je voulais d'abord dire si la rédaction des magazines et débats a cette réactivité, c'est la résultante des idées de la direction générale mise en œuvre par le directeur de l'information, M. Koné Lanciné, et peaufinée par les différents rédacteurs en chef, Victorien Angwa et Afisiata Dosso Karamoko. Merci Davis Oyo. Madame, Monsieur, quittons à présent le champ des plateaux et débats animés pour rejoindre un autre terrain, celui-là même qui suscite émotion et passion, le terrain sportif. En 2025, on a vibré au rythme du sport. En football, on a même rêvé d'une 4e étoile qui malheureusement n'est pas venue. Mais cette 4e étoile, on continue d'y croire. Et pour faire le tour de cette actualité sportive qui a marqué donc 2025, nous recevons Samuel Metch, journaliste au service sportif de la RTI. Place au sport dans cette émission bilan 2025, rétrospective de la rédaction de RTI 1. Alors, Samuel Metch nous a rejoint sur ce plateau. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler bien sûr de l'actualité sportive qui aura marqué 2025. Madame, Monsieur, montée d'adrénaline, ascenseur émotionnel, défi relevé ou espoir perdu. Il serait bien difficile, voire incompréhensible d'aborder cette émission rétrospective 2025 sans faire mention du sport. Le football, l'athlétisme, le taekwondo, le basketball et le maracana, des disciplines dans lesquelles les athlètes ivoiriens ont brillé de leur présence cette année. Entre joie et douleur, les Ivoiriens ont vécu de belles émotions. Un récit de Jean-Sylvain Resson. L'année 2025 a été dominée par le sport roi, le football. Sur le plan national, le Stade d'Abidjan a remporté son 6e titre de champion de Côte d'Ivoire. À l'international, les éléphants U17 présents à la CAN au Maroc ont terminé 3e et qualifiés pour le mondial au Qatar. Une compétition à l'issue de laquelle les éléphantos qui avaient manqué les 4 dernières éditions du mondial ont été malheureusement éliminés au premier tour après 3 matchs sans le moindre point récolté. Quitter le mondial U17 après les matchs de poule, les filles de Koudougno Adélaïde, qui prenaient part à leur première Coupe du Monde, l'ont également vécu. Si les cas des filles et garçons ont été moins performants au mondial de leur catégorie, leurs aînés de la sélection A, eux, sont parvenus à se qualifier pour le mondial 2026 après leur victoire 3-0 contre le Kenya le 14 octobre 2025 au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Un retour dans la cour des grands après 12 années d'absence. Autre satisfaction pour le football ivoirien, la SEC Mimosa qui termine 2e lors de son baptême du feu dans la Ligue des champions féminines. Dans ce tournoi, l'attaquante Abibou Ouedraogo a été désignée meilleure joueuse. Dans les autres disciplines, la Côte d'Ivoire a organisé l'Afro-Basket féminin du 26 juillet au 3 août 2025. Laetitia Sayé et ses coéquipières ont été malheureusement éliminées en quart de finale. Parcours similaire pour l'équipe masculine à l'Afro-Basket en Angola du 12 au 24 août 2025. Dans le même mois d'août, en athlétisme, Marie-Josée Talou-Smith était présente à Tokyo.
La sprinteuse a malheureusement terminé à l'avant-dernière place de la finale du 100 mètres avec un chrono de 11,04. Déception également pour l'Ivoirienne en finale du 200 mètres où elle a terminé 7e avec un chrono de 22 secondes 62 centièmes. En taekwondo, Cissé Cheikh-Salah était très attendu aux mondiaux de Chine. Hélas, le médaillé olympique pour des raisons médicales a déclaré forfait. Sa compatriote Ruth Bagby, elle, a été éliminée de manière précoce en 16e de finale. Enfin, au Maracana, la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois prouvé qu'elle demeure la pionnière de la discipline. Les éléphants maracaniens ont remporté leur 10e titre en Guinée-Bissau après leur remontada en finale face au Mali, 4-3. Un récit de Jean-Sylvain Esso. Samuel Metsch, nous vous retrouvons à l'instant. Jean-Sylvain Esso, on parlait la participation de la Côte d'Ivoire également à la CAN. La Côte d'Ivoire championne d'Afrique précédente qui part à la CAN. Et puis, la 4e étoile, elle n'est pas revenue ici en terre ivoirienne. Votre commentaire? C'est vrai que ça a été assez difficile quand même pour tous les supporters de ne pas avoir cette 4e étoile. La Côte d'Ivoire, le groupe de Faémer s'est tombé sur une équipe égyptienne finalement qui nous a barré la route en quart de finale et c'était vraiment assez douloureux. Mais la Côte d'Ivoire devra apprendre de ses erreurs parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs tactiques et puis il y a eu toujours ce signe indien qu'on a voulu vaincre mais qu'on n'a pas pu vaincre faute naturellement d'un fort mental de la part des Ivoiriens. Tactiquement, on était bon, mais il a manqué ce petit quelque chose-là qui a fait qu'on est sorti de cette compétition qui a souri finalement au Sénégal. On retiendra quand même cette finale que certains jugent de chaotique, mais une finale quand même inédite entre le Sénégal et le Maroc et justement ce gros temps d'incompréhension qui a finalement permis au Sénégal de capter Dame Coupe au niveau de cette CAN au Maroc. C'est un peu ce qu'on peut retenir et puis la Côte d'Ivoire devra rebondir finalement au niveau de la Coupe du Monde. Justement pour parler de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire qui marque sa qualification à la Coupe du Monde en 2025 après 12 ans d'absence, c'est un retour qui était très attendu, Samuel. Retour très très attendu parce que justement la Côte d'Ivoire a pu composter sa 3e étoile lors de cette CAN organisée ici en terre ivoirienne. Donc il était pratiquement impensable pour les supporters mais surtout pour les amoureux du ballon rond de ne pas avoir cette Côte d'Ivoire-là confirmer ce statut de nation africaine de football, nation mondiale de football et la Côte d'Ivoire l'a fait et de façon assez brillante quand même parce qu'on était au niveau de ces qualifs pour le mondial prochain la meilleure attaque avec une bonne défense également, titillée un peu par le Gabon, mais la Côte d'Ivoire a su s'imposer et voilà donc ce 3-0 face au Kenya nous permet d'obtenir ce ticket qui était véritablement précieux. La Côte d'Ivoire arrive pour ce mondial qui va se dérouler aux USA, au Canada et également au Mexique. Il faut juste se dire que c'est un tournoi qu'on attendait depuis bien longtemps parce que la Côte d'Ivoire a envie de se positionner, a envie de montrer on va dire son talent footballistique et puis naturellement les garçons, les éléphants savent ce qu'ils ont à faire. Il faudra sortir véritablement les tripes dans ce groupe E où on va jouer contre l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Et en basketball, la Côte d'Ivoire a brillamment organisé son premier Afro-Basket féminin. Et si c'était bien au niveau de l'organisation, côté sportif, il y a beaucoup à dire, Samuel. Il y a beaucoup à dire. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation, la Côte d'Ivoire a réussi son pari. Après cette première organisation de l'Afro-Basket féminin, il y a eu un beau public qui finalement croyait jusqu'au bout à cette grande victoire des éléphantes qui voulaient surfer sur la victoire des éléphants footballeurs qui, eux, avaient pu avoir leur 3e étoile. Les filles voulaient avoir cette première étoile africaine pour également dire que le sport se vit à tous les niveaux et dans toutes les disciplines pratiquement ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, elles n'ont pas pu le faire. Il y a eu ce petit quelque chose aussi qui a manqué. On va dire la défense a été quelque peu prise de court. Et puis à côté de cette défense, il y a eu aussi un temps de préparation assez moindre pour le groupe de Cariata. Ce temps de préparation a duré 5 semaines. C'est insuffisant quand on veut naturellement
naturellement avoir une Coupe d'Afrique. Ça aussi, ça jouait contre les Ivoiriennes. Et puis, derrière, il faut savoir qu'elles sont tombées donc, en quart de finale face au Sénégal. 11 fois champion de cet afro-basket-là. Et ce n'était pas chose aisée. Les Ivoiriennes sont quand même tombées 60 à 66. C'était assez serré. Bravo à elles, mais il y a beaucoup de choses donc à remettre en cause. Il faut apprendre de ces erreurs et aller de l'avant. Très bien. Et puis en athlétisme, la reine du sprint ivoirien, Marie-Josée Tallou, a chuté 2 fois en finale de 100 mètres et 200 mètres aux mondiaux d'athlétisme à Budapest. Est-ce la fin pour Marie-Josée Tallou? On pourra le dire, c'est la fin parce qu'elle est rattrapée par le poids de l'âge. Elle n'a pas pu faire mieux que les éditions précédentes au championnat du monde. Ce championnat du monde, en tout cas, elle voulait offrir à la Côte d'Ivoire sa médaille au niveau donc, du sprint, aux 100 et aux 200 mètres. Malheureusement, elle n'a pas pu, faute de pépins physiques, mais aussi quelque peu de santé, parce que Marie-Josée a eu donc des signes pas très annonciateurs, pas très intéressants, justement donc sur cette compétition. Là, elle semble passer le témoin donc, aux nouvelles sprinteuses que sont Jessica Gbé et Maboudou Koné, qui, on l'espère, vont faire mieux. En tout cas, on lui souhaite bon vent si jamais elle décide d'annoncer officiellement donc, la fin de sa carrière. Mais il semble bien que là, c'est la fin pour Marie-Josée Tallou. Alors Samuel Mech, on va terminer rapidement avec vous sur ces grands défis qui attendent la Côte d'Ivoire en 2026. De grands défis, n'est-ce pas? Quels sont-ils? Les grands défis, donc, c'est le mondial. Le mondial, déjà, donc, Pologne, 2026 pour nos éléphantes U20. Il y a aussi, donc, le mondial pour les éléphants de Côte d'Ivoire, le groupe de Faye Emers aux États-Unis. Il faudra, naturellement, donc, jouer crânement ses chances pour sortir de la phase de groupe. C'est l'objectif fixé, donc, par, on va dire, le président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a aussi la CAN féminine. La Côte d'Ivoire sera, donc, au niveau de la CAN féminine, elle croisera des équipes comme l'Afrique du Sud, comme le Burkina Faso, comme la Tanzanie, au niveau du groupe B. Ce sont ces grands défis-là. Et nous, au niveau de la RTI, on fera en sorte donc, de proposer tous ces matchs à nos téléspectateurs qui nous font confiance et qui restent scotchés sur nos antennes. On le sait, la 3 a été envahie, la 3 a été très suivie par les téléspectateurs ivoiriens et on voudrait encore une fois faire monter le curseur pour leur donner plus de plaisir. Merci à vous, Samuel Mech, d'avoir revisité avec nous les pages de l'actualité qui auront marqué l'actualité sportive, qui auront marqué 2025. Nous avons pris énormément de plaisir à échanger avec vous et avec tous nos collègues des différentes rédactions de RTI 1 et RTI 2, également du service donc info en ligne, RTI Info. Madame, monsieur, RTI 1 et RTI 2, ces deux chaînes publiques sont plus que déterminées à travailler afin d'impacter positivement vos vies, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. En 2025, les sujets traités par ces deux chaînes de télévision ont eu un impact certain sur votre quotidien. Des sujets qui, pour la plupart, ont incité positivement à la décision. RTI 1 et RTI 2, des rédactions qui impactent un récit que vous propose Didier Nguessan. Un journalisme au service de la société. Les rédactions de l'information de RTI 1 et RTI 2 produisent chaque jour une dizaine d'éditions des journaux télévisés. Les sujets traités sont d'intérêt public et contribuent à transformer positivement la société. Au-delà de l'actualité dite factuelle, des sujets de proximité portent sur le quotidien des Ivoiriens. Durant l'année 2025, nos caméras ont reflété comme un miroir les réalités de nos quartiers et le vécu des populations. Au nombre de celles-ci, Mémélia Joséphine, une centenaire résidant dans le village d'Abradine 1 à Yakassé à Tobro. Dans le reportage, Khalid Diomandé a mis en lumière les conditions précaires dans lesquelles vivait la doyenne d'âge de Côte d'Ivoire avec ses 128 ans. Un cri de cœur est lancé par sa famille. À la suite de la diffusion du reportage, le président de la République a dépêché la ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le village. L'État s'est engagé à prendre en charge médicalement la centenaire à vie, à lui fournir un appui financier mensuel et pour couronner le tout, une maison a été construite pour elle. Ya Joséphine a quitté sa baraque et a aménagé dans sa nouvelle maison. Un constat réalisé par nos soins sur l'état de dégradation avancé de la promenade de Port-Boué en novembre dernier, avec l'appel des riverains à l'entretien de leur environnement
a eu un écho favorable auprès du district autonome d'Abidjan, qui vient d'entamer des travaux de rénovation de cette promenade. Et mieux, tous les paquets jardins recensés dans la circonscription du district vont bénéficier d'une cure de jouvence pour le bien-être des populations abidjanaises en quête d'espaces verts pour se récréer. Sur les antennes de RTI2, l'information de proximité est de mise. Un SOS sur le comédien Zoumana, malade de l'AVC, a ému les téléspectateurs. Il s'en est suivi une vague de générosité envers lui, avec en prime la construction d'une maison pour le comédien grâce aux entrepreneurs jumeaux suprêmes et certains influenceurs. La première pierre de la maison a été posée. Les rédactions de l'information sur les 2 chaînes publiques font le pont entre les élus et leurs administrés. Des journalistes qui mettent leur micro et leur caméra au service du grand nombre des hommes et des femmes qui portent la voix de celles et ceux qui sont inaudibles. Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter nos lauréats, ceux qui nous ont apporté des trophées de Yamoussoukro. Je vais parler de celle qui est à ma gauche, ma voisine immédiate, la rédactrice en chef. Je vais parler également de Fatou Fofana et du jeune Kalilou. Félicitations à vous. Vous avez fait briller le drapeau de la rédaction à Yamoussoukro. Tout simplement des rédactions de services publics. Madame, Monsieur, nous avons été très heureux de tenir ce temps d'antenne. Le pari était de tenir 90 minutes. Nous avons pris énormément de plaisir à présenter cette émission rétrospective 2025. Nous voulons d'ailleurs inviter les journalistes à présent avec nous dans cette salle à nous rejoindre. Delphine Gla, la rédactrice en chef, que nous invitons à nous rejoindre en premier. Vous voyez, vous avez donc Delphine Gla, vous avez Davis Oyo, vous avez Samuel Metch qui est avec nous à l'instant, vous avez Jean-Jacques qui nous rejoint, Jean-Jacques Poimet qui nous rejoint, Abou Sanogo, chef du service reportage, Gabriel Zani qui était à la partie technique et qui suivait tout de bout en bout, Michel Digré, chef du service politique et actualité internationale, Walter Amadou Ouattara, à la réalisation Awas Savadogo, vous avez également Arlène Poca, vous avez Grace Kondo, voilà, qui nous rejoint à l'instant. Ce sont des noms, Madame, Messieurs, que vous entendez régulièrement, que nous vous invitons à découvrir. Vous avez également Cyril Kobou, Claver Kwasi comme assistant. Nous voulons vous inviter à continuer de demeurer fidèle au programme de RTI 1. Merci pour tout. Parga Sorokone, que nous invitons également à nous rejoindre ici, Parga Sorokone de RTI 2. Merci de votre fidélité au programme de RTI 1 et RTI 2 et au programme de tous les services de la RTI. Ensemble, nous allons saluer cette nouvelle année qui commence. Voilà. Et nous avons, comme à l'accoutumée, une bouteille de champagne pour justement célébrer cette nouvelle année qui commence, qui est placée sous de meilleurs auspices, sous de beaux auspices, RTI 1, RTI 2, RTI Info. Donc, tous ces pans de la RTI travaillent pour votre bonheur. Voilà, le champagne, est célébré. Merci de votre fidélité. Et cette émission est terminée. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.